Et c'est à Matignon qu'étaient dévoilées aujourd'hui les propositions concernant la réforme du Code du travail. Le Premier ministre Manuel Valls annonce une réforme sur 2 ans qui va d'abord concerner le temps de travail, mais qui va garantir encore la durée légale, les 35 heures. Ce que veut le Premier ministre n'est pas une réformette, c'est une révolution. Et il va faire appel à Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, l'avocat qui a d'ailleurs écrit un livre, Le travail et la loi, de manière à ce qu'il lui fasse des propositions qui pourront peut-être difficilement être contestées. La philosophie de ce que souhaite Manuel Valls, on écoute le Premier ministre. Certains parlent de réformette au prétexte que l'on ne reviendrait pas sur les protections fondamentales. Réformer, ce n'est pas faire le choix de tout casser. De la régression. La transgression, c'est pas le retour en arrière, c'est pas enlever les droits aux salariés. Réformer, c'est au contraire le choix de l'invention et du courage, pas pour balayer notre modèle social. Voilà, mesdames et messieurs, les grands principes que nous voulions vous présenter, la ligne de conduite du gouvernement, la réforme et les grands aspects de cette révolution. Révolution, hein, dit Manuel Valls. Bonsoir Thierry, Nathalie et Ruth. Donc c'est Robert Badinter qui va travailler avec une commission très œcuménique pour faire des propositions qui vont arriver assez rapidement dans les 2 mois sur le bureau du Premier ministre. Et si j'ai bien compris le calendrier, on veut que le projet de loi soit présenté au printemps, même avant l'été, c'est ça Thierry? Oui, c'est ça, effectivement. Vous avez vu que le sujet est quand même assez bordé. On nous parle de révolution du côté de Manuel Valls, mais on sait déjà ce qu'on ne va pas toucher. Ce qu'on ne va pas toucher, c'est le fait que les 35 heures restent la durée légale. Ça, c'est largement un symbole et un artifice. La durée moyenne des salariés français de travail, elle est déjà au-delà des 35 heures. Il y a des tas de possibilités de déroger. Donc, on maintient le symbole, mais ça n'est déjà plus la réalité économique. On maintient le SMIC aussi, ce qui en soi n'est pas une lourdeur énorme, parce qu'on voit que finalement, le coût des salariés français les plus modestes est très compétitif à l'échelle internationale, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne. On maintient le CDI. Là, c'est déjà plus un problème de lourdeur, de rigidité par rapport à la structure de l'économie et une conférence internationale. C'est anxiogène par le MEDEF, oui, le CDI. Donc je pense que le vrai sujet sur les choses qui restent, il est là. Et puis on maintient aussi, ça c'est important de le souligner parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que certes, on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'accords d'entreprise, mais que l'accord d'entreprise ne peut être accepté que dans la mesure où il est mieux-disant par rapport à la loi. Donc on peut négocier dans les entreprises, mais il faut que les garanties offertes aux salariés soient meilleures. Alors où est la révolution? On change tout, c'est la révolution. Ah, voilà, mais oui, mais alors où est la révolution? On réduit le nombre de branches de 700 à 200. Ce qui on va essayer. Voilà, oui. on va essayer. Ce qui effectivement est une bonne intention. Il faut qu'elle soit suivie des faits, parce qu'effectivement, ça rendra beaucoup plus efficaces les accords, ça rendra ces accords beaucoup plus proches de chaque entreprise, et donc on peut progresser là-dessus. Mais c'est vrai que quand on entend toutes les précautions oratoires et les précautions tout court qui sont prises pour cette fameuse révolution, c'est vrai qu'on a des doutes. Ou alors Manuel Valls est très prudent. Et il dit je préfère laisser les propositions arriver sur mon bureau et que ce soit Robert Badinter qui les fasse, et on verra à ce moment-là. Robert Badinter, il a déjà fait un livre dans lequel il a déjà proposé une vingtaine de règles minimum et qui doivent constituer la base du Code du travail. Donc on les connaît, ces propositions, effectivement, et elles sont assez protectrices, assez simples, assez basiques, je dirais, assez essentielles. Donc on sait à peu près ce qu'il veut, mais il n'y a pas de révolution. Nathalie. C'est plutôt... Moi, je dis qu'il faut regarder un petit peu ce que le patronat a dit. Le patronat a dit c'est une réforme qui va dans le bon sens. Ça va pas assez loin, mais ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils sont contents. Pourquoi? Parce que l'un des objectifs de ces propositions, plus que réforme, parce que parler de réforme, de révolution, c'est sans doute extrêmement excessif, mais les propositions, ça va permettre de réduire le nombre de contentieux dans les entreprises, le nombre de contentieux dans les prud'hommes. Ça va permettre de passer un petit peu au régime minceur, le Code du travail qui est devenu l'emblème de la complexité du droit français. Après, de là à parler de révolution, c'est surtout des propositions qui ménagent la chèvre et le chou, le patronat, et de l'autre côté l'électorat de gauche qui n'a surtout pas envie qu'on touche à certains totems comme la durée du temps de travail ou le contrat CDI. En même temps, on sait que c'est très difficile vu les rapports entretenus en ce moment avec certains partenaires sociaux. Il valait peut-être mieux dès ce soir y aller sur la pointe des pieds, mais en même temps, plutôt que de braquer des syndicats. Soyons pas trop caricatural non plus. Effectivement, Nathalie a raison de le dire. Simplifier, alléger. Déjà, si on arrive à aller assez loin, ne serait-ce que dans ces 2 directions-là, ça sera déjà quand même
un pas assez spectaculaire et assez positif. Et de donner Juste un beaucoup mot plus la pour Manuel parole au Valls, sein des c'est- entreprises. Oui, pour Manuel Valls, c'est la suite de son idée du social réformisme. Bien sûr. Il essaye, à travers cette réforme, parce que toucher le Code du travail, c'est déjà C'est un symbole. énorme. C'est un symbole. Voilà, dire qu'on va Surtout réformer le Code dans du le gouvernement travail. de gauche, dans C'est le ça. gouvernement de gauche. Donc, ouais. bon. Et donc pour lui, c'est une manière de dire je n'ai pas renoncé à mon étiquette ou à ma réalité de social réformiste, de réformiste, et donc je m'attaque à cette icône que le Code du travail en France, parce qu'il faut entendre ceux qui veulent qu'il reste tout à fait aussi épais et aussi lourd. Hein. Ils sont nombreux. Enfin, peut-être que l'avenir donnera raison à Manuel Valls quand on verra comment ça évolue dans les entreprises, les relations. Peut-être que dans quelques années, on pourra parler de révolution. Là, c'est peut-être un peu tôt. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ce mot révolution, réformette, la réforme du Code du travail, j'en suis sûr, et c'est avec le hashtag d'Interpol que vous pouvez réagir. Justement, face à Manuel Valls, on a, vous savez, en ce moment un duel quand même qui se dessine. Vous voyez de quelle personnalité politique je veux parler quand l'un met en avant sa capacité à réformer et une autre personnalité politique qui dit il n'y a plus d'autorité de l'État, il n'avance pas. Oui, Nicolas Sarkozy, ça vous dit quelque chose? Il est omniprésent dans les médias en ce moment. La campagne électorale bat son plein. Le président des Républicains occupe le terrain avec critique du gouvernement et propositions notamment en matière de sécurité. On en a parlé hier. Pourtant, avec Ruth Elkrief, la semaine dernière, lors de l'interview qu'il vous a accordée en direct de Moscou, le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, louvoyait concernant ses ambitions, la manière dont il s'implique en ce moment. Il s'impliquera l'an prochain. On réécoute Nicolas Sarkozy. J'y peux rien, j'ai la France en moi, ça me passionne. J'avais une responsabilité, un devoir. J'ai choisi de revenir pour redresser ma famille politique, pour préparer un projet d'alternance. Vous me dites, vous êtes candidat, vous n'en savez rien, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Je sais qu'il y avait eu l'appel de Genève à un moment, mais il n'y aura pas l'appel de Moscou. Mais quand même, il y a peu de gens qui en doutent. Eh bien écoutez, ça c'est leur droit. Mais est-ce que vous m'accordez une certaine sincérité dans mon engagement? J'ai un travail à faire. Un travail très difficile qui a consisté à redonner de l'unité à la famille politique et à préparer l'alternance. Enfin, que vous n'en savez rien, vous calculez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais peu de gens en doutent, vous avez remarqué. Non mais, on va... Et maintenant, Nicolas Sarkozy, ce matin, toujours la stratégie d'occupation du terrain médiatique avec des propositions. Il était chez nos confrères d'RTL et puis il y a eu un dialogue avec une auditrice. Et voilà ce qui est ressorti, écoutez. C'est peut-être un peu éculé maintenant de dire c'est la faute de Sarkozy. Puis-je rappeler aimablement, républicainement parlant, du micro de RTL à François Hollande, Monsieur le Président, c'est vous le Président, ce n'est plus moi, pour l'instant. Voilà, c'est clair. C'est très clair, vous avez vu. On a raison quand même. On a raison de penser que le compte à rebours a commencé dans son esprit, évidemment. Justement, je sais que Nicolas Sarkozy est très attaché à ce qu'il appelle le calendrier. Mais pourquoi ne pas le dire maintenant ouvertement? Parce que par moment, c'est plus fort que lui. Oui, mais pourquoi ne pas le dire clairement? Tout simplement, il ne peut pas. Il a repris la tête de son parti. Si aujourd'hui, il annonce qu'il est candidat à la primaire, ça veut dire qu'il doit quitter ses fonctions, puisque quand la primaire va démarrer, il est censé se mettre en retrait. Donc il ne peut pas, parce que sinon, la primaire démarre dès aujourd'hui. Mais personne n'est dupe. Quand Nicolas Sarkozy fait ses propositions sur la sécurité, ce n'est pas les propositions du parti, c'est les propositions de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que son problème, c'est de ne pas se faire accuser d'utiliser le parti pour faire sa campagne. Donc c'est un jeu assez subtil entre le chef du parti et le candidat. Ouais. Et il faut qu'il rassemble et en même temps il faut qu'il existe. Et donc c'est compliqué. Donc il doit dire non un jour et puis le laisser quand même... Enfin, voilà, c'est quand même un bel aveu. Je pense que c'est le plus explicite qu'on ait eu à ce jour. Pourquoi est-ce qu'on reparle de Nicolas Sarkozy ce soir? Parce que avec l'Institut de sondage de l'opinion ELAB, on a voulu savoir quelle était la perception aujourd'hui que les Français avaient avec Nicolas Sarkozy, notamment par rapport à François Hollande. Vous avez vu dans la manière, la petite pique de l'ancien président il y a quelques instants. Nicolas Sarkozy ferait mieux que François Hollande, regardez, pour les questions de sécurité des biens et des personnes, l'immigration, l'économie et l'emploi, la réduction des déficits publics. Là, c'est la prime à la compétence qui est donnée par les Français? Oui, c'est en tout cas un avantage. Alors, il faut dire aussi, peut-être au risque d'être désagréable, que faire mieux que François Hollande, un président tellement populaire et dont les Français ont à ce point une piètre opinion, en soi, c'est pas un exploit. Mais ça montre effectivement que petit à petit, il est en train d'atteindre l'un de ses objectifs, qui est d'effacer les mauvais souvenirs de son bilan. Sur la sécurité, il y a des choses contestables dans le bilan. Ça n'empêche pas les Français de penser à une majorité qui ferait mieux que François Hollande. Sur l'économie et l'emploi, même chose. La réduction des déficits publics, on sait que l'endettement s'est considérablement accru pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc il arrive,
progressivement à surmonter ce handicap. Et c'est le premier enseignement de cette enquête d'opinion qui est assez intéressant. Ce sont vraiment sur les domaines de la sécurité et de l'immigration que là, Nicolas Sarkozy ressort de manière la plus nette, ce qui n'est pas très étonnant en soi. C'est pas surprenant, effectivement. Mais je suis d'accord avec Thierry, c'est une partie de son pari qui est gagnée. Cette étude montre qu'en tout cas, son retour, qu'on a beaucoup commenté et parfois critiqué, peut se justifier par une étude et par ses résultats. En tout cas, la comparaison, parce que l'un et l'autre, et François Hollande et Nicolas Sarkozy, n'ont pas d'illusion. Ils savent qu'ils ne sont pas désirés, mais ils calculent que l'un face à l'autre, eh bien, c'est la comparaison pour chacun à son propre électorat qui comptera. Et donc, dans la comparaison, Nicolas Sarkozy, dans cette étude, arrive devant, et c'est une bonne nouvelle pour lui, bien sûr. Alors, ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec Ruth, effectivement. Ils sont dans un exercice de comparaison. Ils font tous les deux le pari de se dire qu'est-ce qui va peser le plus lourd dans la balance. Est-ce que c'est le rejet de Nicolas Sarkozy qui est toujours très fort dans l'opinion, ou est-ce que c'est le sentiment d'incompétence de François Hollande? Malgré tout, quand on regarde le sondage, je trouve que par rapport, Thierry l'a dit, à un président qui est très impopulaire, ce ne sont pas non plus des scores écrasants. Alors, et d'autres scores. 58% sur la sécurité, c'est pas non plus massif. Parce que ça renvoie aussi au bilan de Nicolas Sarkozy. Exactement. Et rappelons que pour le moment, il n'est pas entré dans la bataille, notamment la bataille médiatique. On va rappeler aussi le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a aussi les qualités, l'image, l'homme. Qu'est-ce qui ressort de la part de Nicolas Sarkozy? Et c'est toujours, regardez, la comparaison par rapport à François Hollande. Diriez-vous que Nicolas Sarkozy est déterminé, très net avantage, dynamique, très net avantage. Et alors là, ça s'inverse quand on parle de sympathique. Et dernière qualité, d'honnêteté, Nathalie. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant dans la mesure où les gens entendent tous les 15 jours, tous les mois, une nouvelle affaire dans laquelle le nom de Nicolas Sarkozy est cité. Encore ce week-end, l'affaire Air Cocaïne, même si peut-être que cette affaire peut être un tournant pour lui. Parce que ça paraît tellement absurde d'imaginer Nicolas Sarkozy en Don Corleone en train de compter des valises de cocaïne que peut-être que cette thèse de l'acharnement des juges contre lui peut commencer à porter dans l'opinion. Parce que, honnêtement, il me l'a dit dans Le Parisien lundi matin, qui imagine que j'étais à Punta Cana assis sur 700 kilos de cocaïne. Donc, c'est pas surprenant qu'on ait ce score aujourd'hui. C'est pas surprenant non plus qu'on ait un François Hollande jugé plus sympathique. Et ça, c'est un des points sur lesquels l'Élysée veut miser beaucoup. C'est pourquoi François Hollande fait beaucoup de déplacements. C'est parce qu'il veut apparaître par rapport à Nicolas Sarkozy, comme un homme à l'écoute, en proximité, sympathique. Oui, dans ces cas-là, il ne faut pas donner les questions à Lucette et poser les tasses à café juste avant. Je voulais simplement ajouter deux choses. Il y a deux informations qui sont également intéressantes à relever dans cette étude. La première, c'est qu'il y a quand même que 37% des Français sur le total qui considèrent que Nicolas Sarkozy est capable de réformer le pays. Alors vous me direz, ils sont que 16 s'agissant de François Hollande, mais 37%, c'est quand même pas beaucoup et ça montre que du point de vue de la crédibilité pour le coup du projet de Nicolas Sarkozy sur la base de son bilan, il y a encore des projets assez considérables à faire. Et par ailleurs, ces bons chiffres, ils sont intéressants à décortiquer parce qu'on constate quand on rentre un peu dans le détail et qu'on regarde les sympathisants qu'évidemment, et ce n'est pas une surprise, Nicolas Sarkozy reste une personnalité politique extrêmement clivante, massivement soutenue par ses partisans, massivement contestée par ses adversaires, mais sur plusieurs de ces items, comme disent les sondeurs, il fait quand même de bons scores chez les sympathisants du Front National. Il est autour des 60-70%, et ça, compte tenu de ce que pèse électoralement le Front National, pour lui, c'est évidemment un signal qui est très encourageant. Juste un petit mot, c'est que pour Nicolas Sarkozy, son principal adversaire, c'est lui-même. C'est ce qu'on voit. C'est son image personnelle, c'est même pas son action, c'est même pas son bilan finalement, c'est son image et donc ça c'est très compliqué à corriger pour lui. On va continuer d'égrener notre actualité politique du jour qui va nous amener du côté de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, c'est le chantier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça fait plus de 40 ans que dure cette histoire de projet de nouvel aéroport dans ce département. Et aujourd'hui, les opposants ont reçu une visite de soutien, celle des élus écologistes Emmanuel Cos et Cécile Duflot. Noël Mamère étaient présents, pour ne citer que les plus connus. Ils sont venus dire non à l'aéroport. Ils sont venus dire on ne peut pas être l'homme de la COP21, le prophète de l'écologie, et en même temps autoriser la construction d'un nouvel aéroport. Vous ne pouvez pas relancer les appels d'offres parce que tous les recours n'ont pas encore été examinés. On les écoute.
Je veux ici répondre au Premier ministre. L'opération de communication indigne, et je pèse mes mots, qui est en train d'être menée, qui consiste à dire que Sylvain, qui consiste à dire que Julien, les paysans qui travaillent ici, les gens qui cultivent cette terre depuis des générations, sont une minorité violente, est un parfait scandale. Et je pèse mes mots parce que je crois qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train d'être mené, c'est-à-dire un mensonge organisé autour de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, autour de la mobilisation des opposants à l'aéroport qui m'indigne. Et ça, c'est allusion aussi aux zadistes. On se souvient des affrontements qu'il y a pu avoir à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes avec des pacifistes, nous sommes avec des écologistes. C'est le message qu'a délivré aujourd'hui Cécile Duflot, qui faisait écho à ce qui s'était passé cet après-midi aussi à l'Assemblée nationale, où Manuel Valls a répondu au député Europe Écologie Les Verts, Sergio Coronado, en parlant de ces minorités agissantes sur le site. Drôle d'histoire. Comment est-ce qu'on va sortir de cette affaire? Oui, c'est une drôle d'histoire parce que vous avez vu que plus personne finalement ne parle vraiment du fond, c'est-à-dire quel est l'intérêt économique de cet aéroport ou pas, et quel est son impact sur l'environnement. Au fond, on parle que de politique et on voit qu'il y a 3 sujets politiques qui sont quand même très lourds. Le premier, et qui explique notamment la réaction de Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est effectivement que la France est un État de droit dans lequel le droit doit être respecté et l'autorité de l'État doit être respectée. Il y a des décisions de justice qui ont été rendues et qui maintenant doivent être appliquées. C'est quand même compliqué d'expliquer qu'on va sans arrêt surseoir, entamer de nouvelles procédures et qu'on va repousser éternellement les choses dans un contexte où, sur ce sujet de l'autorité de l'État, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, l'image du gouvernement et même l'image de Manuel Valls commence à être vulnérable. Le deuxième sujet politique, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une cacophonie au sein de la gauche, voire une opposition assez violente. C'est pas totalement nouveau, mais on vient de l'entendre dans la bouche de Cécile Duflot, c'est assez spectaculaire. Et on assiste même aujourd'hui, Alain, et j'en termine là-dessus, à un sérieux couac au sein même du gouvernement, oui, parce qu'il y a, depuis la Corée où elle accompagne François Hollande, Ségolène Royal qui proteste et qui est plutôt du côté de Cécile Duflot que de celui de Manuel Valls. Vous mettez tout ça ensemble, vous ajoutez ce qu'on vient de vivre ces derniers jours sur la fiscalité, etc., ça donne un peu l'impression qu'on est revenu à la plus belle époque, et je mets belle entre guillemets, si vous me permettez l'expression, de ce qu'on a connu sous Jean-Marc Ayrault quand même, non? Et souvenons-nous de ce qui s'est passé à Sivins. Imaginons que les pelleteuses reviennent d'ici quelques mois sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Attention, danger. On a du mal à comprendre pourquoi finalement cette annonce, à peine 3 semaines, enfin un mois et demi des régionales, un mois avant la COP 21. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a un travail fait sur l'unité de la gauche et il est saboté de la même façon. Je crois qu'il y avait des obligations de procédure, en fait. Il y avait des choses qui devaient être publiées, notamment être publiées dans certains délais au journal officiel. Ça a été le cas il y a quelques jours et c'est pour ça que ça a été fait. On vous a posé la question sur Twitter, cet aéroport doit-il être construit ou pas? Et j'ai vu que ça s'était beaucoup mobilisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'opinion est très partagée. Oui, regardez, oui, non, 53% de non. Alors, ce n'est pas un sondage avec un panel. À chaque fois, je le répète, c'est simplement une humeur de celles et ceux qui aujourd'hui suivent l'actualité politique avec nous. Une dernière chose, Jean-Marie Le Pen, vous voyez en alerte info sur BFM TV, là pendant que vous suivez ce 20h politique, et son épouse, ils sont visés par une plainte du fisc pour fraude fiscale aggravée. On a appris aujourd'hui qu'il y avait des perquisitions en 3 endroits au domicile de Jean-Marie Le Pen, au domicile aussi de son majordome, dans les bureaux. Pourquoi le majordome? Parce que c'est lui qui sert de prête-nom à ce compte fisc, à ce compte en Suisse sur lequel la justice enquête. Drôle d'histoire pendant que Jean-Marie Le Pen est en vacances en République dominicaine en ce moment, rien à voir avec Air Cocaïne, avec son épouse bien sûr, Nathalie Chuc. Écoutez, tout ça est un peu étrange. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous chiffonne dans cette histoire? Non, ce qui me chiffonne, je me dis, est-ce qu'il peut y avoir une volonté de... Est-ce que ça rentre? Je sais pas, hein, j'ai pas d'éléments. Dans la guerre familiale? Ah bah non, parce qu'on a entendu Marine Le Pen défendre son père il y a quelques instants, tout à l'heure. Elle a eu exactement les mêmes arguments que Jean-Marie Le Pen. J'étais absent, abus de pouvoir de la part de l'État, perquisition en dehors de ma présence. Et elle rajoute à quelques semaines d'élections cruciales. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que justement avant les élections, que Marine Le Pen soutienne son père de cette façon, qu'en tout cas elle utilise un peu cette situation, et quand même de sa part un signe en direction des électeurs ou des gens attachés à Jean-Marie Le Pen. On reviendra sur cette histoire tout à l'heure dans le 20h30 live. Voyons vos
4 réactions ce soir, 4 tweets sélectionnés. Que pensez-vous de l'actu du jour? Manuel Valls veut réformer le code du travail en 2 ans. A-t-il oublié que le quinquennat de François Hollande se termine dans 18 mois? Petite histoire de calendrier. C'est vrai que l'échéance est fixée au-delà de la présidentielle de 2017. Rappelez effectivement, réformer le code du travail c'est bien, s'attaquer aux conventions collectives c'est mieux. Mon cher ami, c'est un autre chantier, c'est attention, allons-y doucement. Notre-Dame-des-Landes, une évidence, le potentiel de la région est énorme si on s'en donne les moyens, sinon arrêtez de pleurer sur le chômage. C'est ce que disent les élus locaux qui mettent en avant effectivement le boom économique que cela apporterait. Première réforme du code du travail, le rebaptiser en code du chômage. Petit humour de la part de l'ami Benjamin.